Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Bienvenue dans Muslima, le magazine de la femme musulmane sur la télévision Al Bayan. Nous sommes ensemble, vous le savez, pour 52 minutes d'échange avec un invité, mais également avec nos deux chroniqueuses qui vont animer les rubriques littéraires et la rubrique astuces. Nous avons aujourd'hui sur ce plateau un nutritionniste qui va aborder un sujet que je vais vous dévoiler tout à l'heure. Vous connaissez la formule, hein? On ne va pas vous annoncer les couleurs tout de suite, on va vous laisser un peu languir. Docteur Cissé Mokhtar, salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Vous êtes nutritionniste, oui, et aussi enseignant, oui, à l'INPHB, à Yamoussoukro. C'est un plaisir de vous avoir sur ce plateau. Quand les femmes ont des nutritionnistes sur le plateau, on est déjà contentes, hein, les filles. Jenny, salam alaikum. Avant qu'on exprime notre joie d'avoir le docteur sur ce plateau, ça va, Jenny? Oui, ça va, alhamdoulilah. Alhamdoulilah. Alors, Manjou, comment ça va? Alhamdoulilah, tout ça va, hein? Oui. Docteur Cissé est là. Toutes les questions, en tout cas en off, nous on a pris toutes les informations qu'il fallait avec docteur Cissé. Mais on va aborder donc la question du jour avec lui. Vous savez, le jeûne est la privation volontaire de toute nourriture. Et pour ce qui concerne les musulmans, donc, il s'agit au moins une fois par an de s'abstenir de manger du lever au coucher du soleil, et ce pendant 29 ou 30 jours. Priver son corps d'aliments est-il néfaste pour la santé? Autrement dit, le jeûne a-t-il un impact sur notre santé, un impact positif ou négatif? En tout cas, on le saura avec notre invité, docteur Cissé. Avant d'entrer dans le vif du sujet, docteur Cissé, j'aimerais savoir combien de types de jeûnes il existe? Je pourrais dire qu'il existe deux types de jeûnes essentiellement. Hein. Il y a le jeûne que nous faisons normalement pendant le ramadan, où on va arrêter de manger d'une certaine heure jusqu'à 18h30, enfin, pendant au moins 8 heures du temps. Et puis il y a le jeûne intermittent qui est très à la mode aujourd'hui, mais c'est un jeûne qui existe depuis longtemps. Hein. Les Asiatiques, c'est eux qui ont bien compris justement le système, même le bon fonctionnement de l'organisme. Eux, ils pratiquent justement ce jeûne-là. Donc c'est un jeûne qui permet à l'organisme justement de digérer les aliments qu'on lui donne sur 8 heures et puis après remanger au-delà de 8 heures. Donc je donne un exemple simple. Quelqu'un qui prend par exemple le petit déjeuner à 8 heures, prend un bon petit déjeuner et avant de remanger, celui-là doit manger jusqu'à 16 heures ou 17 heures. Et puis une fois qu'il a fini de manger à 17 heures, il ne mange plus jusqu'au lendemain à 8 heures, ainsi de suite. Et effectivement, scientifiquement, c'est prouvé que généralement, quand on passe 8 heures du temps sans manger, on permet à l'organisme en fait de digérer ou de transformer la totalité des aliments qu'on lui aura donnés pendant ce temps-là. Et cela est bon forcément pour la santé. Et moi, j'ai entendu parler d'un troisième type de jeûne qu'on voit souvent avec nos amis, le jeûne sec. Voilà, il m'est arrivé de voir des amis chrétiens jeûner sur 3 jours sans manger. Et peut-être boire une fois chaque 2 jours, je ne sais pas. Et ce genre de jeûne-là, c'est... Il rentre dans quelle catégorie en fait? Voilà. En fait, ça c'est un jeûne, c'est dans la catégorie des jeûnes, hein, parce que généralement, il y a une chose qu'on doit savoir, c'est qu'on peut faire 60 jours sans manger. Mais on ne peut pas faire plus de 3 jours sans boire. 60 jours sans manger. On peut faire 60 jours sans manger. On ne peut pas faire plus de 3 jours sans boire. Voilà, parce que ça arrive souvent qu'ils fassent des jeûnes d'une semaine. Une semaine. Et ils boivent de l'eau chaque 2 jours ou chaque 3 jours. Voilà. Mais ils ne mangent pas. Ils ne mangent pas du tout. Ça, et donc, en fait, ça va être difficile. Hein. C'est difficile. Mais bon, ils ont leur raison. Hein. Spirituellement, je ne saurais expliquer pourquoi ils le font. Mais je veux dire, ils ont leur raison. Et il y a une chose qui est sûre, vous avez posé la question de savoir tout à l'heure, si éventuellement on se privait de nourriture, si c'était bon pour nous ou pas. Quel sera l'impact sur notre santé? En réalité, il est bon à un moment donné d'arrêter de manger de façon excessive. Donc tant qu'on ne dépasse pas les 60 jours, on verra par la suite. Si tout le monde peut se priver, je sais pas. Tant qu'on ne dépasse pas les 60 jours, à un moment donné, permettre à l'organisme de se régénérer,
permettre à l'organisme de renouveler justement les cellules, de renouveler un certain nombre de choses au niveau de notre organisme. Et donc, si éventuellement on arrête de manger ou alors on réduit de façon importante notre ration alimentaire, c'est vraiment bon pour nous. Alors, moi, je souhaiterais rebondir sur cette recommandation que vous venez de nous faire, à savoir le jeûne intermittent qui apporte beaucoup de bienfaits à notre organisme. Est-ce que cela voudrait dire que les pratiques qu'on a, c'est-à-dire d'avoir 3 repas par jour, est-ce que c'est une mauvaise pratique? Est-ce qu'il faut plutôt s'aligner sur cette méthode de jeûne intermittent-là? Est-ce qu'il faut l'adopter comme mode de vie, mode d'alimentation quotidien? Ben, en fait, moi je dis, hein, il est très important aussi de rappeler une chose, c'est que d'une façon générale, nous avons un rapport très intime avec les aliments que nous mangeons. C'est-à-dire quoi? On est dans une famille avec les habitudes alimentaires de cette famille-là, on grandit avec. Et donc, il est prétentieux de notre part, de ma part personnellement, de venir vous dire que ce que vous avez fait depuis 30, 40 ans est mauvais. Mais on veut votre avis de praticien. Je veux dire, voilà, justement... Pourquoi pas, on peut commencer à changer les anciennes pratiques. Nous, notre rôle, c'est d'amener les gens à prendre conscience au fur et à mesure, justement, que le temps passe, pour qu'ils se rendent compte qu'en réalité, il y a des pratiques que nous faisions avant qui n'étaient pas forcément bonnes pour nous. Je donne par exemple un exemple, hein, c'est qu'avant, dans toutes les familles, on a dû voir ça, on avait souvent tendance à manger des fruits après le repas principal. On appelait ça le dessert. On prend le dessert, on va prendre plein de fruits, on va manger. Mais en réalité, ce n'est pas la bonne méthode, ce n'est pas la bonne façon d'utiliser les fruits. Moi, je suis pour qu'on change complètement. Voilà. Et donc, au fond, je dis... Il faut les manger avant. Il faut les manger avant, parce qu'au fond, les fruits, quand vous les mangez au-dessus du plat principal, si éventuellement le plat principal que vous avez mangé n'est pas digéré rapidement par votre organisme, avant que justement les fruits arrivent au niveau de leur point de digestion, ils peuvent fermenter, donc augmenter l'acidité du corps, et cela n'est pas bon pour nous. Voyez? Et donc autant manger les fruits justement entre les repas, parce que les fruits en réalité, ils sont digérés directement au niveau de l'intestin. Ils ne sont ni digérés dans la bouche, ni au niveau de l'estomac. C'est au niveau de l'intestin qu'ils sont digérés directement. Et donc, manger les fruits entre les repas est plus bénéfique pour nous que de les manger après le repas. Wow. Vous voyez par exemple, c'est important de le savoir. Oui. C'est important de le savoir parce qu'on est sur des mauvaises pratiques. Oui. Moi, par exemple, vous voyez, avec les enfants, comme ils savent qu'ils ont un goûter à 16 h, même quand ils se sont alimentés à 15 h, à 16 h, ils vont vous réclamer un goûter. Pourquoi? Parce que c'est un programme qu'on leur a établi. Même nous, les adultes, on a tendance à faire ça. Hein. C'est-à-dire même quand on a mangé à 10 h, comme on a l'habitude de manger à midi, quand midi arrive, il faut qu'on mange. Parce qu'en fait, en réalité... Il faut vraiment transformer. En réalité, programmer pour ça, on ne doit manger que lorsqu'on a véritablement faim. Et c'est ce que l'islam nous enseigne également. Il faut manger quand on a faim. Oui. Nous sommes donc dans une période de jeûne. Comme on l'a dit, hein, c'est une pratique religieuse pour ce qui concerne les musulmans. L'obligation nous est donnée une fois dans l'année de nous abstenir de manger du lever au coucher du soleil, de manger et de boire. Et cette pratique-là a cours soit 29, soit 30 jours. Donc, nous cherchons aujourd'hui à savoir quels sont véritablement les impacts. Parce qu'on entend beaucoup de choses. Non, quand on jeûne, on n'est pas productif. Quand on jeûne, on dort beaucoup. Quand on jeûne, ça fait maigrir. Quand on jeûne, il y a beaucoup de choses qui se disent. Alors, pour le cas des musulmans, parce que Jenny a parlé tout à l'heure des jeûnes secs, on a aussi parlé des jeûnes intermittents, mais pour ce qui nous concerne, nous, musulmans, quel est le premier impact qu'a le fait de se priver de nourriture? On va dire, on a mangé pendant 11 mois et nous sommes le premier Ramadan. Qu'est-ce qui arrive à notre corps? En fait, déjà, dans un premier temps, quand on va commencer à jeûner, on va commencer à solliciter un certain nombre d'organes au niveau de notre organisme. Le premier organe qui est concerné directement par le jeûne, c'est le foie. Vous savez que le foie, c'est l'organe par prédilection qui permet d'éliminer toutes les toxines qu'on apporte à notre organisme. Que ce soit les médicaments, que ce soit les pesticides, même les poisons, tout ce que nous mangeons, c'est le foie qui se charge d'abord de les éliminer, de les traiter, n'est-ce pas,
pour pouvoir effectivement permettre à l'organisme de bien fonctionner. Et donc quand on jeûne, on apporte moins d'éléments à notre foie et donc on permet au foie justement de se reposer. Et même on dit que pendant le jeûne, le foie a tendance justement à réduire son volume pour pouvoir permettre aux organes nobles tels que le cœur, tels que les poumons, de mieux fonctionner. Excusez-moi, de réduire son volume, c'est-à-dire? C'est-à-dire le foie peut réduire son volume parce que le foie, c'est l'un des organes les plus gros au niveau de notre corps. Mais quand on jeûne, qu'on apporte moins d'aliments, le foie réduit son volume pour pouvoir permettre effectivement aux autres organes de pouvoir effectivement mieux fonctionner et pouvoir bénéficier d'un certain nombre de choses. Donc il faut que le foie soit petit, enfin j'aimerais comprendre. Il rétrécit. Le foie de rétrécir. Il rétrécit pour laisser la place aux autres. Ça permet au foie de se reposer. Donc je vais vous donner un exemple simple. Tout à l'heure, j'étais en train de dire ça. Le foie, par exemple, l'un des éléments que le foie va faire pendant au cours de notre vie, supposons qu'on prend des jus d'orange. Prenez un jus d'orange. Le jus d'orange, le sucre qu'il y a dans le jus d'orange, c'est le fructose. Mais l'organisme n'utilise pas le fructose. L'organisme utilise le glucose. Et donc, c'est le foie qui est chargé de transformer le fructose en glucose pour que l'organisme puisse utiliser le glucose pour nous donner de l'énergie. Et donc, ça lui demande beaucoup de travail. Quand vous prenez, par exemple, des médicaments, le foie, quand les médicaments arrivent, le foie transforme le médicament et met à la disposition de notre corps le principe actif du médicament et tous les autres éléments du médicament qui ne sont pas utiles, c'est le foie qui va transformer ça et puis nous permet de les rejeter plus tard. Donc vous voyez que le fait de jeûner permet justement à cet organe très important de se reposer et de faire en sorte qu'effectivement, plus après le jeûne, on soit en meilleure santé. Ensuite, au niveau du type digestif, puisqu'on parle de nourriture, on parle de manque de nourriture, n'est-ce pas? Et donc le fait de manger moins, n'est-ce pas, on permet justement à notre système digestif de se reposer. Et donc quand le système digestif se repose, ça nous permet d'éliminer les mauvaises bactéries que nous avons au niveau de notre système digestif et de faire en sorte que, n'est-ce pas, on ait un renouvellement de notre flore bactérienne. Et ça, c'est absolument très important parce qu'en réalité, quand ça va ici, ça va bien dans la tête. Mais dès l'instant où on se rend compte qu'au niveau du système digestif, rien ne va, vous voyez qu'au niveau de la tête, on commence à avoir des soucis, on commence à être malade, on commence à produire des déchets. Et donc, le jeûne nous permet effectivement de faire cela. Mais en plus de cela, il y a un élément qui est important qu'on appelle les radicaux libres. Les radicaux libres, c'est des substances que nous produisons naturellement qui sont qu'on appelle les formes réactives de l'oxygène. Et ces radicaux libres-là, on les produit lorsque on a un métabolisme qui est très important, lorsqu'on a une transformation importante d'un certain nombre de choses, surtout les aliments au niveau de notre organisme. Et donc, quand on a un taux de radicaux libres qui est très élevé, cela aussi peut être préjudiciable à notre santé. Et le jeûne arrive à réduire ça, à faire en sorte qu'on ait moins de radicaux libres. Et quand on a moins de radicaux libres, effectivement, on est en meilleure santé. Vous devez savoir que les radicaux libres sont la plupart du temps à la base des cancers que nous avons aujourd'hui. Allah nous en préserve. Voilà, et donc, que Dieu nous en préserve. Donc, effectivement, si on arrive à les réduire et à faire en sorte qu'ils ne soient pas néfastes pour nous à travers le jeûne, autant le faire. C'est absolument très important. Docteur Cissé, on a dit que c'était le premier jour, hein, le premier impact de ce jeûne-là, de cette privation d'aliments à notre corps, sur notre corps. Donc, on jeûne pendant 29 ou 30 jours. Donc, le premier jour, ça va quand même. Le deuxième jour, ça va un peu. Jusqu'à 3-4 jours, au bout de quelques jours, de la première semaine. Et après, on commence à sentir les effets. Donc, oui, est-ce que ça ne veut pas dire qu'il y a maintenant un impact peut-être souvent même dès le premier jour, tu sens les effets. Parce que quand on explique à quel point le jeûne fait du bien, il nettoie le corps, tu es tenté de penser que c'est quelque chose qui va te mettre dans un état de bien-être. Alors que, au contraire, c'est l'effet inverse. Tu ressens des brûlures à l'estomac, des petits vertiges, perte d'énergie, faiblesse.
Voilà, et tu as l'impression même que tu es malade en fait, surtout quand tu as faim. Donc, est-ce que c'est pas comme on s'alimente pendant la fenêtre d'alimentation qui peut-être va avoir des répercussions sur la qualité de nos journées en fait, justement, c'est clair que quand on jeûne, il y a forcément des perturbations qui vont se passer. Comme je dis, par exemple, notre système hormonal va se mettre en branle. Hein. Même le système hormonal. Oui, bien sûr. Tout se met en branle parce qu'effectivement, on met le corps justement dans un régime ou un registre qu'il avait oublié depuis 11 mois. Et donc, quelque part, bon, il a un moment d'adaptation. Il y a une chose qu'on oublie, c'est qu'en fait, notre organisme est tellement bien fabriqué. Dieu nous a tellement bien fabriqué qu'en réalité, l'organisme a une mémoire très importante. Et c'est pour cette raison, souvent, on demande aux gens d'éviter de faire des régimes drastiques, des régimes très forts. Parce que qu'est-ce qui va se passer? Vous faites un régime très agressif, que vous perdez du poids, l'organisme va enregistrer que telle dame ou tel monsieur à un moment donné m'a sévré, m'a mis dans une situation telle que, voilà, et évidemment, quand vous allez arrêter, l'organisme lui-même va commencer à se préparer à faire ses réserves. Au cas où, mais je comprends maintenant. Au cas où, vous allez vous mettre effectivement à ne pas manger. Lui, il est sûr qu'il a fait des réserves. Il fait des réserves. Et donc, ce sont les réserves aussi qui vous font grossir. Absolument. Mais tu es en régime, tu as perdu, mais dès que tu as... Il y a 2 semaines, j'avais perdu des kilos. Voilà. Mais en fait, il faut éviter de faire ce genre de régime drastique. Il faut progressivement, n'est-ce pas, rentrer dans le jeûne. C'est exactement la même chose qui se produit. Donc, on rentre progressivement là-dedans. Donc, les premières 48 heures, il y en a, par exemple, qui vont commencer à perdre du poids. N'est-ce pas? Mais en général, la perte du poids, là, c'est moitié perte en eau et puis moitié perte en graisse. Parce qu'effectivement, nous sommes constitués à 80% d'eau. Et évidemment, quand on va commencer à jeûner, à passer la journée sans manger, ça veut dire qu'on va apporter moins d'eau à notre organisme. Et comme je vous ai dit tantôt, l'organisme, il est très bien organisé. Si par exemple, il se rend compte pendant un moment que tu ne lui apportes plus d'eau, il va commencer effectivement à faire un équilibrage qu'on appelle un équilibrage hydrique. Donc, il va réduire le taux de sel, il va réduire le taux d'urine pour qu'effectivement, il ait suffisamment d'énergie pour pouvoir fonctionner. Et donc, au fond, à un moment donné, on va commencer à perdre du poids, n'est-ce pas? Mais on va perdre de moitié en eau et de moitié en matière grasse dans les 48 heures qui vont suivre. Maintenant, si on persiste et qu'on continue, à un moment donné, le système de lipolyse, c'est-à-dire de dégradation des graisses que nous avons au niveau de notre organisme va se mettre en place. Mais il y a une chose qui est très importante, sur laquelle il faut vraiment insister, c'est qu'en réalité, tout va dépendre de la façon dont on va se comporter à la rupture au saour. Parce qu'effectivement, si on n'a pas un bon comportement pendant ces périodes-là, cela voudra dire qu'on aura fait toute une journée sans manger pour rien. Ça aussi, c'est important. Ça n'aura pas été bénéfique. Voilà, ça n'aura pas été bénéfique parce que, bon, je vais vous donner un exemple simple. On a parlé tout à l'heure du cholestérol, n'est-ce pas? Donc, quand on ne mange pas toute la journée, évidemment, on se contente, n'est-ce pas, de la quantité de cholestérol qui est produite au niveau du foie. Il est 70%, et les 70% sont largement suffisants pour le bon fonctionnement de l'organisme. Et donc, on produit les 70%, mais si le soir, à la rupture, on a tendance à manger des aliments gras, des aliments qui sont riches en cholestérol, finalement, c'est comme le serpent qui se mord la queue. Hein. Donc, arrivé à un moment donné, on ne tire pas vraiment beaucoup de bénéfices, n'est-ce pas, de la journée de jeûne. Docteur, excusez-moi c'est ça qui je trouve un peu dramatique. Non, on va en parler justement, on parlera tout à l'heure de comment justement bien préparer son saour et bien rompre son jeûne. Mais vous avez parlé tout à l'heure de préparation. Vous avez parlé d'une personne qui commencerait un régime drastique. Il ne fallait pas justement le faire et agresser peut-être l'organisme. Est-ce que pour le cas de nous les musulmans, on pourrait se préparer, c'est-à-dire que, bon, comme on sait qu'on va passer 29 ou 30 jours à jeûner, est-ce que, par exemple, il faudrait commencer à réduire certains aliments ou bien il faudrait commencer à réduire certaines choses ou bien... Je ne sais pas si vous avez remarqué, c'est-à-dire le mois de Chaban, le mois avant le Ramadan,
on recommande aux gens de jeûner beaucoup. Voilà. Donc, en fait, ça, c'est un entraînement. Quand on dit, oui, jeûner beaucoup, c'est un entraînement pour que, effectivement, quand on rentre dans le ramadan, ce ne soit pas nouveau pour nous, on ne rentre pas brutalement là-dedans. Donc, l'islam a pensé à tout. Hein. Justement. Donc, justement, l'islam a pensé à tout. Hein. C'est-à-dire, les choses ne se font pas comme ça au hasard. Ça, c'est important. Ensuite, normalement, on le dit tout le temps, hein, essayons dans la mesure possible de faire toujours des petites fenêtres que je pourrais appeler des fenêtres thérapeutiques au niveau alimentaire. C'est d'essayer dans la mesure possible de réduire un peu la consommation alimentaire, la consommation des aliments que nous mangeons, parce qu'en réalité, n'est-ce pas, je dis, un aliment, ce n'est pas forcément la quantité, c'est plutôt la qualité qui compte. Moi, je connais par exemple des gens, ça je regrette de le dire, qui en réalité, quand ils ont une sauce dans laquelle il n'y a pas 10-15 morceaux de viande, ils ne sont pas contents. Quand c'est que la viande, parce que par contre, il y a des animaux dedans. Au fond, c'est vraiment pas... Comment je dis, ce n'est pas la bonne façon de se nourrir. Même si on a le mot, mais bien sûr, en fait, c'est vrai, c'est un signe d'opulence, d'un peu d'abondance, mais au fond, ça ne nous arrange pas, ce n'est pas bon. Il faut réduire la consommation de protéines. Et même quand on parle d'équilibre alimentaire, dans les équilibres alimentaires, on dit quoi? Il faut apporter les aliments qui nous apportent suffisamment d'énergie. Pour quelles raisons? La raison, elle est toute simple. C'est qu'en réalité, on a besoin en permanence d'énergie. L'énergie, c'est ce qui nous permet de faire ce que nous sommes en train de faire là. Si on n'avait pas d'énergie, on ne serait pas assis là en train de parler entre nous. Nos cellules ont besoin d'énergie pour pouvoir fonctionner convenablement. On a des milliards de cellules au niveau de notre organisme. Et c'est l'énergie, c'est cette énergie-là qui permet à nos cellules de bien fonctionner. Docteur, permettez-moi de vous interrompre. On va garder cette énergie-là. Très bien. Okay. Pour passer à la prochaine rubrique. Très bien. La rubrique littéraire avec Djenné Siby. C'est tout de suite. Alors, Djenné Siby, quel livre est présenté aujourd'hui? Alors, aujourd'hui, je vous présente La Tresse de Laetitia Colombani. Alors, ce livre retrace l'histoire de 3 femmes sur 3 continents différents. On va dire, je vous lis un peu. 3 femmes, 3 vies, 3 continents, une même soif de liberté. En Inde, Smita est une intouchable. Elle rêve de voir sa fille échapper à sa condition de misérable et entrer un jour à l'école. En Sicile, Giulia travaille dans l'atelier de son père. Et lorsqu'il est victime d'un accident, elle découvre que l'entreprise familiale est ruinée. Au Canada, Sarah est une avocate réputée qui va être promue à la tête de son cabinet quand elle apprend qu'elle est gravement malade. Liées sans le savoir par ce qu'elles ont de plus intime et de plus singulier, Smita, Giulia et Sarah refusent le sort qui leur est réservé et décident de se battre. Vibrantes d'humanité, leurs histoires tissent une tresse d'espoir et de solidarité. Alors, Laetitia va nous faire vivre l'histoire de ces 3 dames-là de façon très mélangée, je dirais. C'est-à-dire qu'on passe de Smita à Giulia, à Sarah, on revient. Et donc, ces histoires-là se tressent, si je peux le dire ainsi. C'est comme 3 nattes ou 3 cheveux qui se tressent au fur et à mesure. Et à la fin, le destin de ces 3 femmes-là, sur les 3 continents différents, vont se rencontrer. Donc, c'est une histoire qui parle des conditions de vie de la femme dans certains endroits, comme par exemple en Inde, où elle aborde le sujet des intouchables qui n'ont pas le droit de vivre en société, qui sont relégués au plan de ramasseurs de déchets, qui ne peuvent pas aller à l'école avec les autres personnes, qui ne peuvent pas avoir de place, qui ne peuvent pas avoir de travail dans la société. Donc, cette femme-là, Smita, elle essaie en fait de faire vivre une autre vie à sa fille. Et pour pouvoir offrir ce destin-là à sa fille, elle a besoin de fuir, de quitter le pays, parce qu'elle ne peut pas le faire dans l'environnement où elle est.
Julia qui se retrouve à aider son papa et sa maman dans l'entreprise, qui se retrouve aussi confrontée à tellement de responsabilités en tant que femme. Et il y a aussi Sarah, qui est une très grande avocate, qui essaie de prouver en fait dans l'entreprise où elle travaille qu'elle est la meilleure. Et ça empathie sur sa vie de famille parce qu'elle a des enfants qu'elle abandonne un peu, qu'elle n'arrive pas à suivre. Elle a une vie de famille quasi inexistante. Elle essaie de faire en sorte de représenter une femme qui n'a pas besoin en fait de toutes ces choses-là. Elle essaie de montrer une image et cette image-là va être brisée lorsqu'elle va apprendre qu'elle a le cancer. Donc cette histoire est bouleversante. C'est une histoire qui nous emmène à réfléchir sur les conditions de vie de la femme, quel que soit le continent, quel que soit le milieu d'où elle vient, quel que soit l'endroit où elle se trouve. Elles ont très souvent des traits similaires, elles ont très souvent des combats qui se ressemblent et tout. Donc c'est une œuvre vraiment émouvante qui va vous faire pleurer, qui va vous faire comprendre beaucoup de choses dans la vie. Et donc je vous invite à le lire et à le partager autour. On ne va pas tout dévoiler, Jenny. Merci beaucoup pour ce livre. La tresse de Laetitia Colombani, c'est ça? Oui, c'est ça. D'accord, merci beaucoup. Si vous venez de nous prendre en marche, vous suivez l'émission Muslima, le magazine de la femme musulmane sur la télévision albayane. Nous sommes aujourd'hui avec le docteur Cissé Mokhtar et nous parlons de l'impact du jeûne sur la santé. Avant que Jenny nous parle de sa fameuse tresse, le docteur était en train de nous parler de nos sauces qu'on aime bien agrémenter de tous les animaux, n'est-ce pas, qui existent, parce que c'est un signe de richesse et d'opulence, alors qu'en réalité, on est en train de se tuer à petit feu. N'est-ce pas, docteur? Absolument. Donc, il faut essayer, dans la mesure possible, de réduire sa consommation de protéines, parce que la consommation excessive de protéines va, comment on appelle ça, occasionner une acidification très importante au niveau de notre organisme. Pourtant, nous savons que l'organisme a un pH neutre, en fait. L'organisme ne doit pas être acide. Quand on a une acidification trop importante, l'organisme ne fonctionne pas à 100% de son rythme. Une acidification. Une acidification donc importante. Les protéines oui, pour la digestion des protéines animales comme végétales. Il existe des régimes alimentaires qui sont basés sur ce principe hyperprotéiné. Est-ce que c'est dangereux? En fait, c'est dangereux. Ce régime-là, il est interdit maintenant en France. Hein. Okay. Voilà, les régimes hyperprotéinés. Hyperprotéinés, c'est interdit en France parce qu'on s'est rendu compte après que ça faisait des dégâts énormes. C'est-à-dire que ça créait des problèmes au niveau des os, l'ostéoporose, ça créait des problèmes au niveau de la goutte, par exemple, parce qu'effectivement, il y avait un excès d'acidification et l'acidification excessive empêche l'organisme de bien fonctionner. D'accord. Voilà. Alors, et donc, ça, c'est les choses qu'il faut éviter. Nous parlons donc aujourd'hui de l'impact du jeûne. Hein. On a essayé de voir un peu tous les aspects positifs que le jeûne apportait à la santé, à nos organes en particulier. On a beaucoup insisté sur le foie. On est dans le vif du sujet, en plein ramadan. Le citoyen lambda ou la dame qui vous regarde, qui a son menu, que monsieur veut absolument pour le ramadan, les enfants aussi veulent quelque chose, elle-même elle a peut-être des envies, mais on regarde l'émission et on entend que ce qui compte c'est d'avoir de l'énergie et aussi de manger moins protéiné, de manger moins mais de manger bien. Quel serait le repas type par exemple pour le saour? Bon, pour le saour par exemple, le repas type, comme je dis tantôt, j'avais dit qu'en réalité, on devrait essayer de se nourrir en fonction de nos activités. Et donc, quelqu'un, par exemple, qui a une activité qui ne demande pas beaucoup trop d'énergie, lui, il doit faire en sorte qu'au saour, il ne mange pas plus qu'il n'en faut. C'est-à-dire, il doit manger de façon normale, de façon correcte. Je demande à mes frères et mes sœurs de faire en sorte que nous mangeons beaucoup plus de légumes et de fruits, plutôt que de manger plus de céréales, de lipides ou de protéines. Et nos ancêtres qui vivaient de chasse et de cueillette, c'était des gens qui mangeaient la viande à l'occasion, quand ils avaient la viande. Ils partaient à la chasse, quand ils trouvaient la viande, ils mangeaient, mais quand ils ne trouvaient pas de viande, ils se nourrissaient justement de tout ce qu'ils trouvaient dans la nature, des légumes, des racines, des fruits et tout ça. Et donc, ça fait qu'effectivement, nous sommes faits pour ça. Nous ne sommes pas faits pour manger trop de protéines. Nous ne sommes pas faits pour manger des quantités trop importantes d'énergie. À moins qu'on ait une activité
qui demandent cela. Évidemment qui est assez physique. Pour des gens, par exemple, qui travaillent au champ, des bûcherons ou alors des gens qui font des travaux champêtres assez importants, ceux-là, par exemple, ils sont obligés au sahur de manger beaucoup plus qu'il n'en faut pour qu'ils aient suffisamment d'énergie. Quel repas, par exemple? Quel repas, par exemple? Je dis, par exemple, je dis tout simplement, comme j'ai dit, hein, il ne faut pas forcément chercher à sortir de ce qu'on a l'habitude de manger. Nous, d'une façon générale, dans nos familles, on mange le riz, on mange la sauce, n'est-ce pas? Donc, on doit accompagner le riz et la sauce de légumes, de fruits. C'est absolument très important. Des légumes crus ou cuits? Parce que peut-être dans la sauce, il y a des légumes. Donc non, mais il ne s'agit pas de ça. Il ne s'agit pas de ça parce que nous savons que d'une façon générale, les légumes qu'on a dans la sauce sont des légumes qui ne nous apportent pas vraiment grande chose. Ah bon? Vous le savez, parce que généralement le fait d'être trop cuit, ça fait que les éléments phytochimiques nécessaires au bon fonctionnement de l'organisme, tels que les vitamines ou les sels minéraux, généralement on n'en trouve pas assez. Mais ce qu'on trouve souvent, c'est les fibres qu'on trouve, qu'on peut manger. Évidemment, ça aussi c'est bon pour notre transit. Mais vaut mieux manger des légumes, soit cuit à la vapeur, soit cru, n'est-ce pas, en quantité relativement importante, parce que ça ne nous apporte pas de calories, hein, ça n'apporte pas de calories. Est-ce que ça apporte de l'énergie? Ça apporte de l'énergie, parce qu'au fond, ça t'apporte des vitamines, ça t'apporte des sels minéraux. Et les vitamines, en fait, je pense qu'on n'insiste pas suffisamment dessus. Les vitamines, par exemple, du groupe B, sont des vitamines qui permettent à l'organisme, justement, de produire suffisamment d'énergie. C'est des vitamines qui permettent, effectivement, de faire en sorte que notre système nerveux central fonctionne bien. Et donc, dans les légumes, on a beaucoup de vitamine B. Dans les céréales complètes, par exemple, on a beaucoup de vitamine B. Dans le sorgho, dans le mil, hein, dans les pâtes alimentaires, on a beaucoup de vitamine B. Et donc, ces vitamines-là, on a tendance à croire que ça ne nous apporte rien, mais ces vitamines sont des éléments qui sont très importants. On les appelle les éléments de structure, c'est eux qui permettent à l'organisme de bien fonctionner, de digérer les aliments que nous mangeons et de renforcer nos systèmes immunitaires et de nous permettre effectivement d'être suffisamment forts. Oui, et ces vitamines, on les trouve dans les légumes et les fruits en très grande quantité. Et on a la chance d'avoir des fruits de différentes couleurs, de différentes variétés variées. Claire Enchéri, en fait, c'est ce qu'il a dit tout à l'heure par rapport au mil et au sorgho, tout ça. Donc, je voulais savoir si la bouillie de mil, de sorgho, de maïs qu'on fait pour la rupture, est-ce que c'est vraiment bon? Ça nous apporte des vitamines. Mais docteur, il y a du sucre. Non, mais même pour le sahur, souvent, on prend la bouillie. On va revenir dessus. Moi, souvent, je prends la bouillie au sahur. En fait, au fond, l'un des gros problèmes que nous avons pendant le ramadan, c'est la consommation importante de sucre. Parce qu'il dit bouillie, c'est sucre et plus lait. On doit essayer, dans la mesure possible, de réduire notre consommation de sucre. C'est absolument très important. Et en fait, on oublie une chose, c'est que dans les bouillies qu'on va manger, on a déjà du sucre. On a déjà suffisamment d'amidon là-dedans. Et donc, le sucre qu'on va rajouter là, ça c'est tout simplement pour le goût. Exhausteur de goût. Voilà, justement, on veut justement avoir le goût. Pourtant, en réalité, on oublie qu'on a sur nos langues des cellules sensorielles qui nous permettent de nous adapter à tous les goûts. Et donc, il ne faut pas forcément penser que, oui, si je prends une bouillie sans avoir mis suffisamment de sucre, ça ne va pas être bon. Ce n'est pas vrai. Donc, il faut mettre juste un peu ou il faut ne pas mettre du tout? Il faut mettre juste un peu et puis progressivement réduire la quantité de sucre. C'est important. Ensuite, il y a un truc que je voulais effectivement critiquer, mais je n'ai jamais eu l'occasion de le faire. Mais bon, c'est l'occasion. On a tous grandi dans nos familles avec ça. Nos papas le font et puis après ils tombent malades et on ne sait pas pourquoi. Souvent, qu'est-ce qu'on fait dans nos familles? On vient, on mange le repas du soir. On peut manger le repas du soir et tout. Et puis le vieux, avant de se coucher, il dit, ah, faites-moi une bouillie. On va faire la bouillie avec du lait, avec du sucre dedans. Il va boire ça pour se coucher. Et puis on pense que c'est léger. Pourtant, on apporte des quantités énormes de calories à notre corps.
Évidemment, on va le dormir avec ça, on le fait habituellement tout le temps, et finalement, c'est sûr qu'à un moment donné, on commence à prendre du poids, on commence à avoir des ventres, et ensuite, on commence à développer des maladies métaboliques, des diabètes, etc., etc. Donc, moi, j'aimerais demander à nos parents, écoutez, c'est bien, hein? On a grandi avec, c'est bon, vous avez l'habitude de faire. Je ne dis pas de ne pas prendre la bouillie, hein. Vous pouvez prendre la bouillie, mais faites l'effort. Le jour où vous prenez la bouillie, là, le soir, là, ne mangez rien d'autre. Et puis, en plus, diminuez la quantité de sucre que vous mettez dedans. Parce que dans la bouillie, là, la bouillie de riz ou de mil, il y a déjà du sucre. Si vous rajoutez trop de sucre, c'est pas bon et à la longue, ça vous rend malade. Donc, on a parlé du saour. Hein, donc, pour quelqu'un qui a une activité intense, il faut manger beaucoup d'aliments énergétiques. Voilà. Pour quelqu'un qui serait une assistante de production comme Miss Leila Kake, par exemple, elle pourrait manger quelque chose de très léger. Voilà, de très léger. Voilà. Et puis, bon, ça lui permettrait effectivement de passer la journée. Et puis, en plus, ce qui est intéressant, c'est qu'en réalité, quand on le fait comme ça, c'est là qu'on met effectivement notre système hormonal véritablement en branle. Parce que si éventuellement on le fait, on va permettre à l'organisme de brûler nos graisses en superflu là, et ça nous permet de perdre du poids et d'être en meilleure santé. Parce qu'en réalité, le fait d'avoir trop de graisse dans notre corps peut faire en sorte qu'on peut développer des maladies métaboliques, telles que par exemple le diabète. Et il y a un diabète qu'on appelle le diabète insulino, ou alors le diabète insulino-indépendant, c'est-à-dire, ce genre de diabète, ou le diabète de type 2, c'est un diabète... obligé de faire les injections. Les injections, généralement, souvent, ça peut être dû à la résistance des cellules au sucre, à l'insuline. Qu'est-ce qui va se passer? À un moment donné, on va avoir plein de graisse autour de nos cellules. Et notre organisme va forcément pourra sécréter de l'insuline. L'insuline vient récupérer le sucre dans le sang, et puis il envoie ce sucre au niveau de nos cellules, et les cellules refusent de récupérer le sucre parce qu'il y a trop de gras autour de nos cellules. Et donc on appelle ça la résistance des cellules à l'insuline. Et ça peut effectivement faire en sorte qu'on peut développer ce genre de maladie. Donc on a bien retenu. Docteur, je souhaiterais rebondir sur cela, parce qu'on a expliqué tout à l'heure les bienfaits du jeûne intermittent notamment, même sur ces maladies métaboliques-là, mais en même temps, on constate que les personnes souffrant de ces maladies sont exemptées de jeûne. Est-ce qu'il n'y a pas une contradiction ou bien c'est une mauvaise compréhension? C'est une mauvaise compréhension. Hein. C'est-à-dire qu'on peut être diabétique et jeûner. Hein. La seule chose qu'il faudrait faire, qui est importante à mon avis, c'est qu'un diabétique, chez ces diabétiques, devrait, avant le ramadan, voir son médecin, et puis faire un bilan, et puis voir un peu, voir un peu comment est-ce qu'on peut l'aider à jeûner, aménager son programme. Si notamment, par exemple, s'il a des médicaments à prendre, comment aménager son programme de sorte que les médicaments soient pris dans la fenêtre d'alimentation pour lui permettre effectivement de ne pas souffrir. Mais il y a une chose dont je suis convaincu, si éventuellement on arrive à maîtriser notre alimentation ou alors avoir une bonne hygiène de vie, on réduit de 50% à peu près les chances de faire un diabète. Hein. C'est important. Hein. C'est bon ce conseil, oui, docteur. Ensuite, les hypertendus peuvent jeûner. Et l'hypertension, justement, le jeûne permet de réguler la tension artérielle. C'est important. Et la tension artérielle, c'est-à-dire qu'il y a à peu près, cette maladie-là, il y a à peu près 20% de la population mondiale qui a ça. Et c'est les gens à partir d'un certain âge, 60, 80, 70 ans, qui commencent à développer ces maladies-là. Donc les jeunes gens de 20 ans, ils ne l'ont pas. Et donc quand on jeûne, on va faire quoi? On va diminuer le taux de cholestérol, on va diminuer les risques justement de faire en sorte que nos artères soient bouchées, parce qu'on a diminué le taux de cholestérol, on a diminué notre taux de radicaux libres, et donc il n'y a pas forcément formation des cellules graisseuses après pour pouvoir boucher nos artères, et donc ça nous permettrait effectivement de faire en sorte que les artères soient débouchées. Quand les artères sont débouchées, le cœur est suffisamment irrigué en oxygène et donc le cœur ne va pas battre et mettre des tensions au niveau des artères. D'accord, docteur. On s'est beaucoup étendu sur le saour. Hein. On va bien sûr aborder la question de la rupture du jeûne. Alors sur notre table bien garnie, on aura du jus, on aura de la bouillie, on aura des beignets.
On aura de la salade, ça c'est pour, souvent c'est avant. Et puis après, on aura des fritures, des grillades, des sauces, de la loco, le garba, du déguet, du yaourt. Parce qu'on a jeûné, on est fatigué, et puis on a eu des envies. Et on a envie de se récompenser. Voilà. On a surtout envie de se récompenser. Quelles sont les choses à ne pas faire, docteur Cissé? Parce que tous ceux qui nous regardent, je sais que sur notre table, il y aura tout ça. Bah oui, c'est ça. On a essayé dans la mesure possible de sensibiliser, mais bon, les habitudes dans la peau dure, comme on dit. Justement, malheureusement, au fond, bon, on n'a pas besoin d'autant de nourriture à la rupture, en fait. C'est-à-dire, ce que moi, je recommande aux gens à la rupture, c'est de prendre quelque chose de chaud. Ça peut être un thé chaud, ça peut être du lait chaud, ça peut être du chocolat chaud. Prenez ça. Sans trop de sucre. Sans trop de sucre, mais disons même sans sucre. Sans sucre, idéalement. Ensuite, une fois qu'on a fini de faire ça, on va apporter progressivement de l'énergie à notre corps. On peut prendre un jus de fruits 100%, jus d'orange, un verre de jus d'orange qu'on peut boire, ou bien un verre même de nyamaku. Et puis après, on peut manger des dattes. Et vraiment, le prophète nous a aidés, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a donné ce conseil-là. Vous ne pouvez pas vous imaginer, les dattes, c'est des fruits qui sont magnifiques. Les dattes vont nous apporter de l'énergie progressivement, n'est-ce pas? Et donc, c'est des énergies qui vont, je veux dire, ça va couper la faim à un moment donné, ça va combler l'envie de manger, mais ça ne coupe pas l'appétit. C'est-à-dire, l'appétit vient après. C'est-à-dire, quand tu prends, par exemple, les dattes à la rupture, par exemple, ça va t'apaiser parce que les dattes vont t'apporter de l'énergie. Faire la prière. Voilà, faire la prière. Une fois qu'on a fini de faire la prière, on peut faire le dîner tranquillement, sans aucun problème. Et donc, ça ne sert à rien, tu vois, de courir sur les beignets, sur la bouillie, de vouloir manger. Tout ce qu'on a perdu. Maintenant, je dirais qu'au dîner, par exemple, bon, on peut se permettre de manger un peu de manger du riz si on veut, de manger de la tchéké si on veut. Le repas habituel. Voilà, de manger le repas habituel. Mais seulement, tu vois, nous les musulmans, on a la chance d'avoir eu des enseignements par rapport justement à la façon de nous nourrir sans qu'on fasse de grandes démonstrations scientifiques. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam disait quoi? Quand on mange, il faut diviser son ventre en 3 parties. Une partie pour la nourriture, une autre partie pour l'eau et l'autre partie pour l'air. C'est-à-dire qu'au fond, dans n'importe quelle circonstance, si on respecte justement ces conditions, on se rend compte que finalement, vraiment c'est bénéfique pour nous. Maintenant, il ne faut pas faire comme les Scylla, voilà, qui vont venir, souvent même quand ils viennent ce soir, ils vont enlever les ceintures, voilà, et puis bouffer, et puis quand ils finissent, ils s'affalent dans le fauteuil, ils ne peuvent même pas se relever. Vraiment, c'est pas bon. Voilà, cette émission pour recevoir Manjou Touré pour la rubrique Astuces. Bonjour. Alors, dans la rubrique astuces de ce jour, nous allons parler de bien-être, sous le contrôle, bien sûr, du docteur ici présent. Et donc, le sommeil est un pilier de la santé. Mais si vous êtes du genre à vous tourner 1000 fois dans le lit avant d'avoir le sommeil, de trouver le sommeil, ou alors, si vous êtes abonné aux somnifères avant de retrouver votre sommeil, peut-être que vous n'avez pas encore essayé ces astuces que je vais vous donner. Alors, la première recommandation, ce serait de manger léger au dîner. Un ventre trop rempli avec des aliments lourds peut vous rendre lourd et vous empêcher de dormir. Et la deuxième recommandation, c'est d'éviter de consommer des excitants les après-midi. C'est-à-dire tout ce qui est caféine ou théine qui vont vous maintenir votre énergie au lieu de plutôt vous apaiser en fin de journée pour que vous puissiez avoir un sommeil réparateur. Alors, la troisième chose que je recommande, c'est de mettre votre sport, de programmer votre sport dans la soirée. Pourquoi? Parce que lorsqu'on fait du sport, sous le contrôle du docteur bien sûr, lorsqu'on fait du sport, le corps sécrète de l'endorphine qui peut créer de la somnolence, qui vous détend, qui détend votre stress de la journée, vos préoccupations et qui vous permet de dormir facilement. Ensuite, je vais vous recommander aussi
d'utiliser de l'aromathérapie, de faire de l'aromathérapie, c'est-à-dire de verser quelques gouttes d'huile essentielle d'agrumes, soit de l'huile essentielle de citron ou de pamplemousse, qui va vous permettre de vous détendre. Donc vous versez juste quelques gouttes, 4 à 5 gouttes sur votre oreiller, et vous posez votre tête sur l'oreiller. Cela va vous détendre et vous permet d'avoir le sommeil. Oui, je pourrais ajouter l'huile essentielle de lavande aussi. Par exemple, oui, la lavande aussi. Même en diffusion dans la maison, ça permet d'apaiser et tout ça. Alors, la dernière chose que je recommande, c'est la lecture du Coran. La lecture du Coran, surtout quand on est tourmenté, et même quand il y a des présences de djinns dans la maison, lorsque vous mettez le Coran avant de dormir, ça va permettre d'assainir la maison de tous ces esprits maléfiques-là, et vous permet d'avoir un sommeil réparateur. Donc voilà un peu les recommandations que j'ai à vous faire. Peut-être que le docteur a des astuces à rajouter. Oh, on parle de tout ça, tout. Mais pour les hommes qui sont mariés, pour les femmes mariées, faites l'amour. Ah, voilà. Pas la guerre. Ça dépend. Voilà. C'est le docteur qui l'a dit. Bah oui, oui. Une astuce que le docteur même m'a donnée, parce D'accord. que ceux qui me connaissent savent que je suis abonnée aux insomnies, Ok. c'est la menthe. Okay. L'infusion de menthe, voilà, prendre un bouquet de menthe, faire bouillir de l'eau, et quand l'eau bout, mettre les feuilles de menthe, laisser infuser 5 à 10 minutes, voilà, boire, et puis aller dormir. Okay. On a testé. C'est voilà. Super. On a testé et c'est bon. Effectivement, le sommeil, c'est un des éléments très importants pour notre organisme. Il y a quelqu'un qui ne dort pas suffisamment, ne peut pas être en bonne santé. J'espère que vous allez les suivre, et surtout, si vous avez expérimenté une de nos astuces ici, n'hésitez pas à nous envoyer les feedbacks, ça va nous faire plaisir, Inch'Allah. On va donc reprendre, pour conclure, malheureusement, ce thème très intéressant qui est donc l'impact du jeûne sur notre santé. Apparemment, docteur Cissé, le jeûne n'a que des impacts positifs sur la santé. Est-ce que c'est vrai? C'est vrai. Ah, d'accord. Le jeûne n'a que des impacts. Des impacts positifs sur notre santé. Oui. Et c'est pour ça qu'on demande aux gens de jeûner autant que faire se peut. Et même, vous allez vous rendre compte que dans les pays, en Russie par exemple, il y a des études qui ont montré qu'on arrive à soigner certaines maladies mentales, n'est-ce pas, en jeûnant. Voilà, on prescrit le jeûne et ça permet effectivement de régler des maladies mentales. Effectivement, je sais que dans certaines cliniques, notamment, je crois que c'est la Russie, effectivement. Ouais, en Russie, on le fait beaucoup. En Russie, en Allemagne, oui. Où il y a des centres, voilà. Où ce qui est déployé comme thérapie, c'est justement le jeûne. Le jeûne. Mais ça sera du jeûne sous surveillance. Absolument. On va accompagner les personnes qui sont malades et tout ça. Voilà. Et en France aussi, je sais que ça existe. Et vous savez, par exemple, que le jeûne est très très bon pour le cœur. Okay. Ah oui, quand on apporte moins de calories au cœur, dans notre organisme, ça permet au cœur justement de mieux se reposer et de mieux fonctionner et d'éviter des maladies cardiovasculaires. Docteur, mais et le sport, le jeûne et le sport, parce que qui dit jeûne dit le fait de ne pas s'hydrater. Alors que quand on fait du sport, on perd en eau, on se déshydrate. Ah, mais il est déconseillé vraiment de faire du sport intensivement parce qu'on va perdre beaucoup d'eau. Quelle est la moyenne? Quel est le maximum? Moi, je dirais même au maximum, disons, peut-être faire du sport une fois ou 2 fois dans la semaine. Quel sport, par exemple? Marcher, la marche, quoi, justement, la marche est suffisante. Et quel conseil est-ce que vous pourrez donner à quelqu'un que le jeûne fatigue un peu comme moi? Oh, mais beaucoup ou bien peu? C'est-à-dire... un peu beaucoup. Je perds beaucoup d'énergie et à une certaine heure, je ne peux plus rien faire. Ça dépend de l'activité que vous avez dans la journée. Qu'est-ce qu'on fait dans la journée? Aucune activité. On n'est pas ça dépend, mais souvent, quelle que soit l'activité que je fais, je perds beaucoup en énergie. Donc, qu'est-ce que je peux faire pour... Donc, peut-être qu'il faut voir au niveau du sahur les aliments que tu vas manger. Surtout, par exemple, au niveau du sahur, il faut essayer d'éviter de prendre du thé. Du thé. Voilà, parce que le thé, d'une façon générale, le thé, c'est un diurétique. Donc je peux prendre peut-être du lait. Du lait, des choses comme ça, parce que le thé... Ou des dates, comme vous l'avez dit. Et puis des dates aussi, parce que ces dates-là vont vous apporter de l'énergie. Manger un peu de pâtes alimentaires et un peu de céréales complètes. Même si vous devez manger du pain complet. Là, effectivement, vous apportez justement suffisamment de sucre lent
à votre organisme et ces sucres-là peuvent vous accompagner au cours de la journée. Et comme j'avais dit aussi, c'est des aliments qui sont très riches en vitamine B. Que les vitamines B vraiment occasionnent ou alors permettent... Donc je peux prendre ma bouillie de mil au saoul sans sucre, sans sucre, tranquillement. Avec voilà, un peu de citron, mais surtout avec la bouillie. C'est vrai qu'on va finir bientôt, mais moi je m'en voudrais ne pas avoir posé ma question devant les téléspectateurs. Docteur, le jeûne hydrique. Oui. Le jeûne hydrique, pour ceux qui ne savent pas, c'est un jeûne qui consiste à ne boire que de l'eau sur une période donnée, 1 semaine, 2 semaines, 1 mois, et il aurait des vertus thérapeutiques. Oui, bien sûr. L'eau, il est conseillé de boire beaucoup d'eau parce qu'on est constitué à 80% d'eau. Et le fait qu'on boit de l'eau, ça nous permet, ça nous permet de renouveler justement l'eau. Nos cellules, par exemple, baignent dans l'eau. Nos cellules sont dans l'eau et c'est à travers ça que les cellules fonctionnent bien. Et donc, si on renouvelle l'eau que nous buvons, parce qu'en fait, celui qui fait le jeûne hydrique, il y a un élément dont vous n'avez pas parlé, c'est des gens qui éliminent beaucoup. Et donc, ils évacuent beaucoup, ça permet de nettoyer les reins, ça permet de nettoyer le foie, et ça permet d'éliminer vraiment beaucoup de toxines au niveau de notre organisme. Et donc, il faut boire de l'eau, même quand on n'a pas soif. Donc, c'est une très bonne chose. Buvons de l'eau, c'est très bon pour nous. Évitons de boire tout ce qui est... Qui n'est pas naturel. Sucreries, soda, boissons gazeuses. Oui, bien sûr, évidemment. C'est difficile de le dire comme ça. Les boissons énergisantes. Voilà, les boissons, tu voyez, c'est pas... Peut-être une fois en passant. En passant, peut-être, mais bon, il ne faut pas... Voilà, il faut essayer, dans la mesure possible, de réduire la consommation... La santé avant tout. Voilà, la consommation de certaines boissons qui pourraient être trop sucrées et qui peuvent effectivement créer, par effet d'osmose, une déshydratation importante au niveau de notre organisme. Et donc, ça dit que, comme quelqu'un le disait, ça va faire, je dis, exploser notre organisme. Ça crée des problèmes très important au niveau de l'organisme. Merci. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Voilà, on ne va pas rentrer dans les détails. Aujourd'hui, on s'est contenté de parler des impacts du jeûne sur notre santé. Le jeûne est bénéfique pour la santé. N'hésitez pas à jeûner, que vous soyez diabétique, que vous soyez hypertendu. Prenez l'avis de votre médecin, c'est important. Et si, comme Jenny, vous avez du mal à jeûner, choisissez bien les éléments que vous allez prendre au saour et à la rupture. Et Inch'Allah, vous allez pouvoir jeûner sans aucun problème. Merci infiniment, docteur, d'avoir été sur ce plateau de Muslima. Merci à Jenny, merci à Monjou. Et merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Rendez-vous, Inch'Allah, la semaine prochaine pour un autre numéro de Muslima. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuhu.